chiffre 20 966 $, et puis bouteille d'orange 21 715 $, et puis 20 900 pour les bouteilles de mangue, ainsi de suite. C'est ce qui a constitué ce qu'on appelle total produit. C'est ce qui fait que la différence entre charge et produit, vous avez ce qu'on appelle un résultat de 879 $. Pour la première année, ça se comprend, on a payé beaucoup de charges, tout. Pour les lancements, ça se comprend. Pour les débits, ça se comprend. Mais l'objectif est que la différence est positive. Ce n'est pas négatif. Si c'était négatif, ça allait être compliqué. Comme c'est positif, c'est déjà bon pour l'entreprise. Il y a déjà un bénéfice parce que les charges sont inférieures au produit. Comme vous pouvez le voir, les explications sont là. On ne va pas lire. Vous allez lire si vous allez télécharger ces projets ici. Alors ça, c'est maintenant les résultats d'exploitation. Comment on a fait pour trouver les résultats d'exploitation? Eh bien, on a juste mis ce que vous avez vu au-dessus. Hein. On a mis tout ceci là, ce que je viens de vous expliquer dans les tableaux précédents ici. On a mis ici les matières premières et autres. C'est ça qui constitue tout ceci, le total de vente, voilà le total de production vendue. Tout ceci, vendu ou stocké, je ne sais pas si tout a été vendu, je ne sais pas. Mais tout ça, ça constitue ce qu'on appelle les totals de production qu'on a vendu pour l'année 2026. Alors, de ces montants ici, il faut soustraire les matières premières. Nous sommes en train de calculer les résultats d'exploitation. Il faut enlever les matières premières dans ces montants ici. Les matières premières pour toute l'année, c'était ces montants ici. Il faut enlever les transports consommés. Les transports consommés pour l'année 2026, c'est ces montants ici. Il faut enlever les mains d'œuvre dans ces montants ici. On enlève les mains d'œuvre. Et lorsqu'on enlève tout ceci, nous avons un solde. Ce solde ici, on appelle ça total de consommation. Ce solde ici, on appelle ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ça, c'est le total, hein, total de consommation intermédiaire. Le total de consommation intermédiaire, c'est d'ici vers ici. Tout ça, si ça constitue total consommation intermédiaire. C'est ça qui fait que A moins B, comme vous pouvez voir, A moins B, c'est ça qui constitue C. Le C c'est égal à A moins B. Ça, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est juste la différence entre la consommation la différence entre la production vendue et la consommation intermédiaire. Vous avez la valeur ajoutée. Maintenant, à cette valeur ajoutée, il faut enlever d'autres charges externes, comme les salaires, eau, électricité, marketing, fourniture, assurance, entretien, fourniture d'entretien, loyer, maintenance, tout ceci, on enlève ici. Une fois on enlève tous ces montants ici, donc total de consommation interne, hein, on enlève tout ceci à ces montants de valeur ajoutée. Nous avons un solde qu'on appelle communément excédent brut d'exploitation. C'est à cet excédent brut d'exploitation-là, une fois vous allez enlever ce qu'on appelle maintenant dotation aux amortissements. Vous vous rappelez des dotations aux amortissements? Les dotations aux amortissements, comme on avait vu, c'est le montant total qu'on va commencer à mettre en œuvre pour tous les produits ou tous les matériels qu'on a amortis. Nous allons revenir ici pour vous montrer. Je vais mettre les preuves à l'appui. Hein. On rentre pour vous montrer. Voilà, nous sommes dans les amortissements. Pour l'année 1, c'est-à-dire l'année 2026, le total des amortissements, c'est combien? C'est 9 252. C'est ce montant ici que vous allez enlever dans votre excédent brut d'exploitation. On rentre dans les résultats. On rentre dans les résultats. On rentre dans les résultats. On est là? Non, ça c'est la différence. On rentre dans les résultats. Voilà ce montant ici. 9 252. Vous allez prendre votre total ou excédent brut d'exploitation. Vous enlevez ce montant ici pour que ça puisse vous donner ce qu'on appelle excédent net d'exploitation. L'excédent net d'exploitation, c'est l'excédent brut d'exploitation moins l'amortissement. Si vous avez une reprise sur approvisionnement, vous le mettez aussi et puis ça vous donne excédent net d'exploitation. Sinon, qu'est-ce qui va arriver si vous n'enlevez pas ces montants ici dans votre calcul ici? Parce que ces montants ici est compris ici. Si vous n'enlevez pas ici, eh bien on va calculer l'impôt sur ces montants ici. Vous allez payer plus d'impôts que vous n'aurez dit. Donc les agents de fisc ne vont pas vous aider. Ils vont voir seulement votre résultat et dire bon, on va taper l'impôt. Surtout, ils vont se moquer de vous. Il faut enlever d'abord ces montants ici pour que lorsqu'on va calculer l'impôt à la fin, que vous n'ayez pas à payer un montant excédent d'impôt. Vous voyez? Alors, à partir de là, vous allez maintenant enlever ici les intérêts reçus. Imaginez par exemple, vous donnez un prêt ou vous accordez quelque chose
un prêt à la banque, par exemple, la banque vous emprunte de l'argent. La banque va vous payer les intérêts sur l'argent que vous leur avez donné. Cet intérêt-là, ça s'appelle intérêt reçu. Vous allez annexer ces montants. Il faudra prendre les intérêts reçus ici. Vous annexez sur les montants d'excédent net d'exploitation. Maintenant, si c'est vous qui avez payé à la banque les intérêts, imaginez que vous avez emprunté pour ces montants ici. Ils avaient emprunté combien? Ils avaient emprunté 10 000 $. Les 10 000 $ pour la première année, les taux étaient de combien? De 14%. Les 14% des 10 000 $, c'était combien? C'est 1400. C'est les intérêts payés que vous avez payés à la banque. Il faut enlever ça dans les amortissements, dans les excédents nets d'exploitation. Une fois enlevé, vous avez ce qu'on appelle les résultats de l'exercice. Les résultats d'exploitation, les résultats d'exercice, les résultats bruts d'exercice ou d'exploitation. Pas d'exercice, mais d'exploitation. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la subvention. Vous pouvez ajouter la subvention. Imaginez qu'on vous donne maintenant la subvention par la banque. Vous pouvez aussi mettre la subvention d'exploitation, attention. Ce n'est pas n'importe quelle subvention, mais subvention d'exploitation. Si la subvention que vous avez donnée, c'était pour l'investissement, vous vous rappelez là, il faut mettre la subvention d'investissement. C'est au début dans les premiers tableaux. Mais s'il y avait un montant destiné à l'exploitation, c'est ce montant ici. Vous allez prendre là, vous ajoutez à ce montant-là, ce qui va vous donner les résultats. Maintenant, c'est à ce montant-là que vous pouvez maintenant calculer les taux des positions pour la RDC, c'est 30%. Les taux sur l'impôt sur les résultats. Vous calculez les 30%, ce qui revient à 0,3 qui va frapper ces montants. Ce qui fait que les impôts, les montants que vous allez payer, c'est de combien? De 718 $. C'est que vous allez prendre ces montants ici moins les impôts, c'est ça qui vous donne les résultats nets d'exploitation de 1675 $. Voilà comment on calculait les résultats d'exploitation. Ce n'est pas fini. Jusque-là, vous avez fait juste une partie, mais il faut montrer que votre entreprise est rentable. Maintenant, vous vous rappelez des paramètres qu'il faut calculer pour trouver que l'entreprise est rentable. Il y a ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, les taux internes de rentabilité. Et nous allons voir tout ceci dans cette vidéo toujours. Vous voyez, ça c'est juste les explications du tableau. Vous pouvez lire une fois que vous aurez téléchargé ça. Là, maintenant, il faut trouver la capacité d'autofinancement. Est-ce que l'entreprise sera capable de s'autofinancer? S'autofinancer, ça veut dire est-ce que l'entreprise sera capable d'acheter de nouvelles machines, de créer encore une extension, de créer d'autres choses? Est-ce que l'entreprise sera en mesure? Oui. Comment? Il faut trouver la capacité d'autofinancement. Comment trouver la capacité d'autofinancement? Rien d'autre que vous allez prendre votre résultat net d'exploitation, celui-ci qu'on vient de voir ici, qui était de 1675, et puis vous ajoutez les amortissements. Vous voyez, les amortissements qu'on a enlevés ici, ça y est où? Les dotations, c'est les 9250, on va les réintégrer maintenant dans notre résultat. C'est ça qui va nous donner maintenant la capacité d'autofinancement, diminuer des dividendes. Pour eux, ils ont constitué leur entreprise. Il faut enlever les dividendes qu'on va distribuer aux associés. Oui, lorsque l'entreprise commence à générer les bénéfices, il faut payer ceux qui ont créé l'entreprise quand même. Et ils ont décidé que 20% de ces montants ici sera donné aux créateurs d'entreprise. C'est ce qui fait que 20% de la somme de ces montants donne 301 $. C'est ce qui fait que la somme de tout ceci vous donne au moins 10 625 $. Ça, c'est ce qu'on appelle capacité d'autofinancement. Si vous voulez comprendre ce que c'est la capacité d'autofinancement et le rôle qu'il joue dans l'entreprise, eh bien, vous n'aurez qu'à lire tous ces paperasses en bas ici. Maintenant, il faut calculer le flux net de trésorerie. Le flux net de trésorerie, c'est ça qui va nous permettre de calculer les paramètres de rentabilité économique et financière de l'entreprise. Comment on a trouvé? Nous nous sommes servis de la méthode de la capacité d'autofinancement. Il y a plusieurs méthodes pour trouver le flux net, mais nous sommes partis sur la méthode la plus simple. La capacité d'autofinancement que nous avons calculée, qui est là, la capacité d'autofinancement, c'est ce que nous allons prendre, nous le mettons là. Et puis nous prenons variation des besoins en fonds de roulement. On va rentrer dans les besoins en fonds de roulement. La variation des besoins en fonds de roulement. Besoins en fonds de roulement, c'est ça.
Vous allez voir les variations des besoins en fonds de roulement. En 2027, la variation était de combien? De 2026 à 2027, vous allez prendre 3000. Ça c'est 300. 319 moins 316. C'est-à-dire les besoins en fonds de roulement de l'année concernée, moins les besoins en fonds de roulement de l'année précédente. Nous sommes en 2026. L'année précédente n'existait pas. On n'a pas travaillé l'année précédente. Donc, la variation restera le même montant, 360 dollars, 316 dollars. Mais si on arrive en 2027, il faut prendre les montants de 2027 moins les montants de 2026. Là, vous avez la variation des besoins des fonds de roulement pour l'année 2027. Mais comme nous sommes en 2026, la variation de 2027 reste le même montant. Vous voyez? Par exemple, en 2027, cette variation a changé. Il n'y a que 3 dollars. Donc, le montant qui a changé entre 2026 et 2027, il y a juste augmentation de 3 dollars, comme vous l'avez vu dans les tableaux que je viens de monter là-bas. Après, vous enlevez de ces montants ici, vous enlevez l'investissement. L'investissement, où est-ce que vous allez trouver ces montants ici? Dans votre tableau initial d'investissement. On va rentrer pour la meilleure compréhension. Vous voyez, les montants d'investissement, vous allez les trouver. Les montants d'investissement, vous allez les trouver, je crois, dans les tableaux d'amortissement. C'est mis, hein? On va dans les tableaux d'amortissement, c'est clair. Donc, ces montants ici, vous pouvez les trouver ici, comme vous pouvez les trouver dans les... Bon, ces montants, il est là. Ces montants, il est là. Donc, on peut même les trouver dans les tableaux d'amortissement. Parce que tout ce qui a été amorti, voilà, ces montants est là. Voilà. Vous pouvez les trouver aussi. Voilà, voilà, on a vu ces montants-là. Donc, c'est là où vous prenez ces montants. Voilà, on est où là? Les montants. On est en train de calculer quoi? Les montants, l'investissement. Voilà. L'investissement, donc on les trouve 41 270. On ne les trouve pas dans les tableaux d'amortissement, pardon, c'était une erreur. On les trouve dans les tableaux de financement initial. Ça constitue seulement les besoins, là, les premiers tableaux, là, c'est là où vous allez trouver le total d'investissement. Apport du capital. Eh oui, il faut ajouter aussi l'apport du capital à ces montants-là. Vous mettez l'apport du capital. Donc ça, c'est pour l'année 2000, l'année de constitution de l'entreprise. L'année 2026. Vous mettez aussi l'apport du capital. Et puis vous enlevez les remboursements d'emprunt. Les remboursements d'emprunt pour l'année 2026, c'était à 1513, vous vous souvenez? Les montants qu'on a, l'emprunt remboursé pour l'année 2026, c'était 1513. Ça, c'est ce qui constitue le flux net de trésorerie. Ça, ces montants ici constituent, on peut même les mettre en gras pour bien que vous compreniez. Tout ceci, ça constitue le flux net de trésorerie pour l'année 2026. La même chose pour l'année 2028, ça c'est juste on a juste extrapolé sur les 5 années. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première année. Nous sommes en train de travailler sur la première année. Comme vous pouvez le voir, les paparazzi et les explications sont ici. Et lorsque vous allez télécharger, vous allez lire ça, vous allez comprendre. Une fois que nous avons les flux nets de trésorerie, c'est ça qui va nous permettre de calculer la valeur actuelle nette. La VAN qu'on appelle au combinement, la VAN, c'est un indicateur financier qui juge. C'est un juge, on peut appeler juge de paix, qui permet de savoir si des profits futurs actualisés bien sûr, au taux bien sûr, remboursent l'investissement initial. C'est-à-dire, est-ce que tout ce que nous avons eu comme flux net le flux net de trésorerie, est-ce que ça peut rembourser les montants de notre investissement? Vous vous rappelez le montant de notre investissement? C'est ça. C'était combien? 43 703. Vous allez le trouver, c'est le total, ça entre dans le total du premier tableau qu'on avait vu là. C'est 43 700. 43 730. Vous voyez? Maintenant, il faut mettre les cash flows, tous les cash flows, c'est-à-dire les flux nets de trésorerie, les cash flows, c'est ça. Pour les 5 années, vous allez les mettre ici.
les cash flow. Vous allez les mettre ici pour les 5 années. Ici, ça, c'est les taux d'actualisation. Les taux d'actualisation, prenez toujours les taux que pour la banque. Par exemple, si la banque vous a emprunté un montant à un taux, prenez le même taux de la banque là pour actualiser avec vous. C'est plus pratique. Hein? Prenez le même taux c'est le taux que la banque vous a imposé quand vous leur avez emprunté de l'argent. Donc, c'est très plus pratique. Donc, c'est bien. Vous pouvez prendre ces taux ou même vous prenez ces taux plus 1. C'est mieux. Hein? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver en 2027. Peut-être le taux va augmenter. Donc, prenez ces taux ici ou vous prenez ces taux plus 1, c'est mieux. Alors, comment on a fait pour actualiser ça? Comment on a fait? La formule est là. La formule est là. On va prendre les cash flow actualisés ici. Cash flow actualisé, comment on l'a trouvé? On a pris les cash flow ici, actuels, les cash flow ici. On va multiplier par 1 plus les taux. 1 plus les temps plutôt. Les temps, c'est l'année. Nous sommes en l'année 2001. Donc, l'année 1 plutôt. L'été sera 1. Et puis, tout ça élevé à à moins n plutôt. Moins n, c'est quoi? Moins n, c'est les taux ici. Donc, on va prendre quoi? Je vais vous expliquer. On a pris juste 1256 ici, multiplié par 1 plus 1, tout ce qui se trouve aux parenthèses ici. Donc, 1 plus 1 élevé à, ça nous sommes dans les taux, élevé au taux. Hein. Le taux ici, c'est 0,14 élevé au... Non. Attendez, je suis en train de confondre. Le T ici, c'est le taux. Hein. Attention. Le T ici, c'est le taux. Et N ici, c'est l'année. Attention. Pardon. Je suis en train de vous compliquer la vie pour rien. Le T, c'est le taux et le N, c'est l'année. Donc, vous allez prendre les taux 0,14 plus 1. Donc, 1 plus 0,14, le tout élevé à la puissance moins 1. À la puissance moins n. Le moins n ici, n représente l'année. Pour la première année, c'est 1. Vous allez mettre là. C'est ça qu'on a fait pour trouver ces montants ici. C'est ce qu'on appelle les cash flow actualisés pour l'année 1. Même chose pour l'année D. Seulement que ce qui va changer pour l'année D, c'est le N. Le N va changer en D. Parce que nous sommes en la deuxième année, le N change en D. Troisième année, le N change en 3. Et jusqu'à la cinquième année, le N va changer en 5. C'est ça qui fait que si vous prenez la somme de tous ceci, c'est ça qui va, vous avez la somme. Maintenant, il faut faire la différence maintenant. Oh, la machine va s'éteindre. Il faut faire la différence maintenant. Augmenter la luminosité. Voilà, il faut mettre la différence. Comment on trouve la vanne? La vanne, c'est juste la somme des cash flow actualisés. La somme des cash flow actualisés, c'est ça. C'est ça. Moins l'investissement initial. L'investissement initial, c'est ce montant ici, c'est ce qu'on a mis ici. Comme vous pouvez le voir, cash flow ici, la somme est là. Et la vanne sera le cash flow actualisé moins l'investissement. C'est ce qui fait que la vanne est positive de combien? De 4 995 $. L'entreprise peut se dire, oh, notre projet est rentable parce que notre valeur actuelle nette est rentable. C'est-à-dire que l'entreprise, après avoir payé toutes ses charges, après avoir remboursé l'argent, tout, l'entreprise se trouve quand même avec quelque chose, avec un bénéfice. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Vous allez lire les restes des choses ici. Maintenant, il n'y a pas que la vanne qui montre que l'entreprise est rentable. Il y a aussi ce qu'on appelle les taux internes de rentabilité. Les taux internes de rentabilité, c'est les taux qui montrent l'utilisation de la... les taux qui montrent à quel... les taux qui montrent... Pardon, attendez. Les taux internes de rentabilité. C'est-à-dire, à quel taux notre entreprise peut devenir rentable. À quel taux d'intérêt notre entreprise peut devenir rentable. Alors, la méthode qu'on a utilisée ici, c'est la méthode de tâtonnement. On a tâtonné les taux. Hein. On a commencé ici à partir de 14. À partir de 14, ici, la vanne ne peut pas être positive. La vanne ne peut pas être... Bon, attendez. Je suis en train de confondre. C'est quoi un taux interne de rentabilité? Le taux interne de rentabilité, c'est le taux qui, une fois que vous le mettez, va annuler la vanne, la valeur actuelle nette. C'est le taux auquel
l'investissement, donc c'est-à-dire les cash flow actualisés est nul, est égal au montant d'investissement. Donc c'est le taux auquel le cash flow actualisé est égal au montant de quoi? C'est le taux qui annule la valeur actuelle. Donc lorsque vous mettez ce taux-là, vous verrez que la cash flow actualisée est et les montants d'investissement, l'investissement initial sont égaux ces deux montants ici. Vous allez le trouver. Ce qui va faire que lorsque vous calculez la vanne sera nulle. La vanne sera zéro. C'est ça la définition de ce qu'on appelle le taux interne de rentabilité. Donc, comment on a trouvé ces taux? On a juste tâtonné. Pour la première, pour l'année 14, pour l'année 2000, pour les taux 14, de 14%, la vanne est positive. C'est-à-dire que la cash flow actualisée au taux de 14% n'annule pas la vanne. C'est supérieur au montant d'investissement. La valeur actuelle nette est positive. Les taux de 15%, même chose. 47 200 est supérieur au montant d'investissement. Seulement le taux de 17,59 qui est le taux interne de rentabilité. Donc à ce taux ici, comme on peut le voir, la vanne sera nulle. La vanne sera égale à 4370. La vanne sera nulle parce que le montant de cash flow actualisé au taux de 17,59% sera égal au montant d'investissement initial. Donc le principe est là. On va voir, les tirs, c'est les taux pour lesquels la somme de flux de trésorerie actualisée est exactement égale à l'investissement initial. Voilà, c'était ça que j'ai cherché comme définition. Donc vous pouvez le voir, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mathématiquement, on cherche ces taux, les taux là, tels que les I, tels que I, N allant de 1 à 5, donc d'une année à 5 ans. Donc, c'est ça la formule. On prend le cash flow actualisé divisé par N plus les taux exposant 1 moins l'investissement initial. Donc, ce sont des calculs inutiles à comprendre. Si vous n'avez pas besoin de comprendre ça, eh bien, vous pouvez vous en passer. Mais c'est très important quand même de mettre quelques calculs pour expliquer comment vous avez trouvé chaque montant. Mais vous n'avez pas besoin de mettre tous ces papas. Sinon, vous pouvez même suivre petit à petit en adaptant ces modèles à votre projet. Comme vous pouvez le voir, là, nous sommes arrivés sur l'explication de ça. Vous pouvez lire tout ceci. Le tableau montre 3 essais successifs pour cerner la valeur réelle du tir, le taux interne de rentabilité. Premier taux, c'est de 14. La somme de cash flow actualisée est de 4878, largement supérieure au 4300 et 43 730. Donc 48 000 est supérieur à 43 000. Donc le taux de 14% est trop bas. Donc c'est un taux qui est trop bas pour qu'il soit un taux interne de rentabilité. Deuxième taux, c'est 15. En augmentant le taux à 15, la valeur actuelle diminue. Vous voyez, la valeur actuelle était à 48 000. Maintenant, là, il a diminué, il est devenu à 47. On se rapproche maintenant du taux de l'investissement cible, mais le taux est encore trop faible. Troisième taux, on a essayé, c'est le bon, qui est à 17,594. Ça, c'est le taux. À ce taux précis, la somme de flux actualisés tombe pile à 43 730, soit le montant exact de notre investissement. Donc, avec un taux de 17,59, notre projet est largement rentable puisque ce taux est bien supérieur au coût de notre emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût de notre emprunt, où le taux de référence était de combien? De 14. Pour que l'entreprise soit taxé de rentable lorsqu'on calcule les paramètres des taux internes de rentabilité, il faut que le taux interne de rentabilité soit supérieur au taux de référence. Notre taux de référence était de 14. Le taux interne de rentabilité, c'est 17,59. Il est largement supérieur à 14. Cela signifie que le projet dégage une marge de sécurité de plus de 3,5 points. Donc, les 3,5 points ici, comment on l'a trouvé? C'est 14, 17 moins 14. Donc, par rapport aux attentes de la banque, confirmant ainsi la rentabilité financière de notre projet J paradisiaque. Voilà. Après les taux, on peut aussi calculer les délais de récupération du capital investi. C'est quoi le délai de récupération du capital investi? C'est le temps
qu'il vous faut pour récupérer votre montant investi. C'est à quel temps, c'est à quel moment, c'est à quelle année que vous allez récupérer votre montant que vous avez investi. Le montant de 43 000 ici, vous l'avez investi en première année 2026. Jusqu'en quelle année que vous allez récupérer totalement votre montant. Voilà à quoi ça sert ces montants ici. Comment on le fait? Il faut mettre tous les cash flows ici et les cash flows actualisés et cumulés ici, vous les mettez. Vous mettez les cash flows ici et vous les cumulez. Comment on les cumule? On prend les premiers ici, on les met ici. On prend ça plus ça, ça plus ça. C'est ça que on cumule. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on a arrivé à trouver notre... Parmi ces montants ici, où est-ce qu'on est arrivé à trouver notre montant total d'investissement. Donc, on peut voir que notre montant d'investissement se trouve entre la 3e et la 4e année. Donc, les 43 300, 43 700 quelque chose est comprise entre ces deux montants ici. Donc, nous allons voir, par exemple, pour calculer les DRC, nous avons identifié à quel moment le cash flow cumulé devient égal à l'investissement initial. Voilà. À quel moment le cash flow cumulé devient égal à l'investissement initial. L'investissement initial que nous avons, c'est 43 730. Alors, fin de l'année 2003, le cumul était de combien? Le cumul était de 32 606. C'est ça, 32 606. Le capital n'est pas encore récupéré. 32 606 n'est pas égal à 43 000. Donc, notre capital n'est pas récupéré à la 3e année. Mais il est récupéré, bien sûr, à la 3e année, mais avec quelques mois. Pour trouver les quelques mois là, il faut prendre la fin de l'année 2026. Qui a son cumulé de 54 000, qui est capital qui est tellement grand par rapport à ces montants ici. Donc, on comprend que notre investissement est compris entre ces deux montants ici. Calculer les paramètres. Comment on va calculer? On va utiliser l'interpolation linéaire. C'est pour les mathématiciens, vous allez le comprendre. Donc, la formule est là. Donc, pour calculer les DRC, donc l'année inférieure plus... L'année inférieure ici, c'est combien? C'est notre année 3. L'année inférieure, donc on va mettre 3 ici, plus l'investissement initial moins le cumul d'années inférieures. On va prendre l'année inférieure, c'est 32 000. Donc l'investissement initial moins 32 606. Et c'est ce qu'on va mettre ici. Et puis le cumul supérieur, le cumul de l'année supérieure. Le cumul de l'année supérieure, vous allez voir, c'est ça. 54 293, c'est ce qu'on va mettre ici, moins le cumul de l'année inférieure qui est de 32 606. C'est ça que vous allez mettre et puis vous faites les calculs par manuel et puis ça va vous calculer. Pratiquement, c'est ce qu'on avait fait ici. À la fin de l'année 2000, on avait 32 606 montant inférieur à l'investissement. À la fin de l'année 4, le cumul est de 54 293, montant supérieur à l'investissement. Le point de récupération est situé donc entre l'année 3 et l'année 4, comme je viens de vous l'expliquer. Vous voyez, on a remplacé tous ces montants-là, vous voyez, on a remplacé. C'est ce qui fait que les DRC se trouvent de 3,053, conversion en temps réel. Donc, notre capital sera récupéré à la 3e année avec combien de mois? Avec au moins 6 mois et combien? Et 4 jours. Donc, le résultat est exact de 3 ans, 6 mois et 5 jours. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on calcule. Après ça, on a l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité constitue un indicateur de performance financière pour évaluer la rentabilité relative du projet. En fait, cet indice veut dire simplement, avec $1 investi, nous rapporte combien? $1 investi dans notre entreprise nous rapporte combien? C'est ça le rôle de l'indice de profitabilité. C'est ça, comment on les calcule? Il faut trouver la somme des cash flow actualisés, c'est ça, on a cette somme-là. Et puis, on va prendre le coût de l'investissement qui est là. Maintenant, on va prendre la somme ici, on va diviser par le coût de l'investissement. Et le résultat est de combien? De 1,10. Donc, avec $1 investi, nous rapporte 0,10. Chaque dollar investi dans notre projet va nous rapporter 0,10 $. C'est ça les explications qui est ici. Vous allez les lire. La conclusion est là, vous allez les lire. Je vais faire tout pour limiter la vidéo à une durée
un peu inférieur. Voilà, chers amis, si vous avez besoin de ces projets ici, ou si vous voulez qu'on puisse faire un projet pour vous, adapté à vos besoins, eh bien, essayez pas de nous contacter. Contactez-nous, nous sommes là, nous allons vous aider et nous allons même vous envoyer ces liens ici pour télécharger à moindre coût. Portez-vous bien.